et notamment la protection des données personnelles. Et moi, avant d'être avocate, je travaillais dans une grande boîte de conseil en IT où j'ai mené des projets d'intégration de systèmes d'information. Donc la partie un peu technique, IT, application mobile, je connais bien. Super. Alors, je vois qu'on n'avait pas le son au début, donc je vais refaire mon intro. Donc, merci Élise d'être avec nous. Normalement, vous devriez avoir le son maintenant. Donc, comme je disais, je suis Édouard de Leto et on est vraiment ravis d'organiser ce webinaire sur les applications mobiles, puisque c'est un gros sujet qu'on rencontre très souvent. La CNIL vient de faire un gros pavé, 100 pages de recommandations sur le sujet. Donc, Élise va nous décrypter tout ça. Et c'est vrai que c'est un sujet d'actualité aussi, puisqu'il y a des grands acteurs qui ont eu des amendes, comme Voodoo, notamment, qui a pris 3 millions d'amendes, je crois, récemment, parce que il n'avait pas forcément bien suivi les recommandations. Donc, sans plus attendre, on y va ? C'est parti ? Allez, c'est parti. Hop. Donc, je vais essayer d'être synthétique et en même temps d'expliquer un peu justement les recommandations de la CNIL. Donc, juste pour commencer, quand on développe une application mobile, au niveau de la protection des données personnelles, il y a 2 grandes réglementations qui sont la directive e-privacy qui concerne, donc c'est les opérations de lecture ou d'écriture sur un terminal pour un utilisateur, et il y a le RGPD qui concerne toutes les données personnelles. Donc, dès qu'on traite une donnée personnelle, le RGPD s'applique, sachant que la notion de données personnelles est assez large parce que ça peut être soit un nom, prénom, numéro de téléphone, mail, mais c'est aussi, sur les applications mobiles notamment, c'est tout le comportement des utilisateurs sur l'application. Donc, ça va très loin sur la notion de données personnelles. Le RGPD s'applique dans tous les cas, sauf en cas d'exemption domestique. L'exemption domestique, c'est quoi ? C'est quand on effectue un traitement à l'initiative exclusive d'une seule personne et si le contrôle est effectué sous le contrôle de la personne. Donc, ça veut dire, typiquement sur un téléphone, la gestion des contacts d'un téléphone, c'est une exemption domestique parce qu'on le fait sur son téléphone uniquement pour son propre compte. Donc, le RGPD ne s'applique pas. Ok, hyper clair. Alors, je vois qu'il y a une première question dans le chat. Est-ce qu'on pourra avoir le support du webinaire ? Oui, tout à fait. Je vais vous envoyer tout à l'heure un petit lien de téléchargement pour que vous puissiez récupérer le webinaire. Si pendant la présentation, vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas à les poser dans le chat directement. Et puis, je serai ravi d'interrompre Élise pour qu'elle puisse y répondre. Et sinon, je vous propose d'avancer. Hop là. Donc, pourquoi le sujet des applications mobiles ? Parce que la CNIL a publié cet été un projet de recommandation. Donc, la CNIL, régulièrement, elle choisit des sujets et elle l'analyse avec les grands acteurs du marché pour pouvoir proposer des recommandations. Donc, on en a un certain nombre sur, par exemple, les données RH, les publicités, les cookies. Il y a vraiment un certain nombre de sujets qui ont déjà été traités. Et cette année, c'était les applications mobiles, ça rentrait dans le programme de travail de la CNIL, donc qui sont vraiment ils ont creusé le sujet et donc ils ont sorti ces recommandations. Donc, on a un projet qui est sorti en juillet. Il y a eu une consultation jusqu'en octobre et donc la version définitive devrait sortir début d'année. Ok, donc là, on est sur encore un projet. A priori, qui est plutôt. C'est ça, on est toujours sur le projet. Ensuite, ils vont prendre en compte les retours mais en général, il n'y a pas beaucoup de modifications. Donc, on peut considérer que tout ce qu'on va se dire là aujourd'hui est plutôt à suivre dès maintenant. C'est ça. On est d'accord. Super. Et donc, les recommandations, ce n'est pas contraignant. Par contre, ça donne l'état de l'art et ça donne des grandes directives. Donc, si la CNIL s'est positionnée, il vaut mieux quand même respecter ce qu'elle a présenté. Ça marche. Hop, on avance. Donc, comment est structuré le projet de recommandation ? En fait, la CNIL
à découper les recommandations en fonction des acteurs qui travaillent sur le sujet. Donc, elle a découpé en éditeur d'applications, développeur d'applications, fournisseur de SDK, fournisseur d'OS et store. Donc, à quoi ça correspond? Sur une application, en fait, on a l'éditeur qui est celui qui publie l'application. En général, c'est le product owner, c'est lui qui décide ce qu'il y a dans l'application. Le développeur, c'est celui qui techniquement développe l'application. Ouais. Le fournisseur de SDK, en fait, c'est quelqu'un qui fournit un socle technique que va utiliser le développeur, qui est un espèce de kit technique qui pourra être réutilisé derrière et donc, qui est la partie purement technique derrière l'application. Le fournisseur d'OS, c'est le système d'exploitation. Android, par exemple. C'est ça, ou iOS. Et ensuite, l'App Store, c'est le magasin qui permet de télécharger son application. D'accord. Donc, la CNIL, dans ses recommandations, a vraiment détaillé pour chaque acteur quelles sont les responsabilités et les obligations en présentant un certain nombre de cas concrets pour expliquer justement comment respecter le RGPD. Et donc, l'idée, c'est que chacun de ces acteurs va avoir des actions ou pas à mener et la CNIL va nous expliquer comment est-ce que tous s'agencent les uns avec les autres. C'est ça, ça permet de structurer en fait ce que doit faire chaque acteur et qui est responsable de quoi. Ça marche. Alors, une question de Thierry, je ne vois pas comment on peut contrôler la lecture. Serait-ce l'accès de données sur un serveur pour le rapatrier sur son mobile? Alors, je ne sais pas exactement à quoi allusion, à quoi est-ce que... On va peut-être en parler après ça en marche. donnant des exemples. Allez, c'est parti, on avance. Donc là, je vais rappeler les grands principes du RGPD qui ont été rappelés par la CNIL dans ses recommandations et qui sont en fait la base de tout, qu'elle va ensuite décliner en cas d'usage. Mais les règles du RGPD, en fait, sont toujours applicables et elle les a bien rappelées. Donc, pour rappel, il y a 3 principaux acteurs dans le cas du RGPD. Le responsable de traitement, qui est la personne qui détermine les finalités et les moyens du traitement. Ça veut dire que c'est elle qui décrit pourquoi elle doit faire ce traitement, comment elle le fait et dans quelle mesure. Ensuite, on a les responsables conjoints de traitement qui sont 2 personnes qui, ensemble, déterminent justement le pourquoi et le comment du traitement. Et le sous-traitant, c'est quelqu'un qui travaille pour le compte du responsable de traitement. Ça veut dire qu'elle lui fournit un service ou un outil qui est ensuite utilisé par le responsable de traitement. Hyper clair. Bon, je pense qu'on va voir juste après, justement, comment chacun se positionne au regard de cette matrice. Donc, la CNIL, dans ses recommandations, elle a justement montré des cas d'usage. Donc, par exemple, elle donne un exemple sur le traitement des identifiants mobiles. Donc, c'est un service qui est développé par le SDK, fourni par le SDK et qui après est utilisé par l'éditeur. Donc, elle a découpé justement les différentes finalités du traitement des identifiants mobiles. Et elle a bien indiqué pour chaque finalité qui est responsable et donc quels sont les droits et obligations de chacun. Donc, si on commence, en fait, le traitement des identifiants mobiles, c'est au démarrage, justement, la mise en place d'un outil de traitement. Pour ces finalités-là, l'éditeur d'application et le SDK sont co-responsables de traitement parce qu'ensemble, ils ont déterminé comment on le met en place et quelles sont les finalités. Ensuite, justement, les identifiants mobiles sont utilisés potentiellement par l'éditeur pour faire de la publicité ciblée. Dans ce cas-là, l'éditeur est responsable de traitement et le SDK est sous-traitant parce que c'est lui qui fournit justement le service. Par contre, la responsabilité reste auprès de l'éditeur. Ensuite, ces identifiants, on peut les réutiliser derrière. Le SDK pourrait les réutiliser pour justement affiner son système et après réutiliser son système. Dans ce cas-là, le fournisseur de SDK, il est responsable de traitement parce qu'il l'utilise pour son propre compte. Mais par contre, comme il utilise les données de l'éditeur, il doit demander à l'éditeur l'autorisation de réutiliser justement ce service pour son propre compte.
Et donc, la CNIL, dans ce cas-là, elle va même plus loin en disant que donc il faut un consentement de l'éditeur pour pouvoir réutiliser, mais par contre, le SDK, ce qu'il peut faire, c'est facturer l'utilisation, enfin le fait que De ne pas utiliser, justement. de ne pas justement que l'éditeur, non, qu'il ne réutilise pas les données de l'éditeur. Donc, il peut facturer le fait d'être full privacy, entre guillemets, de ne pas réutiliser les identifiants qu'il va collecter dans le cadre de son activité de sous-traitance pour un autre traitement où là, il est responsable. Donc, il faut un consentement, mais par contre, il peut le monétiser. Voilà, consentement, non pas de l'utilisateur final, mais de l'éditeur. C'est ça. Ok. Et là, la base légale, par exemple, dans ce cas-là intéressant, c'est plutôt l'intérêt légitime pour le SDK de dire j'ai un intérêt légitime à réutiliser l'identifiant pour améliorer mon outillage. C'est ça, okay. Pour justement améliorer ses services. Ok, donc là, tout ça, ce sont les exemples qui sont dans le rapport de la CNIL, qui permet donc bien de c'est ça, et donc justement, la CNIL va bien dans les détails pour certains cas d'usage en expliquant vraiment qui est responsable de quoi et ce que les différents acteurs ont le droit de faire. Bon, en tout cas, c'est intéressant parce que ça fait quand même un sacré millefeuille pour une même type de données personnelles. C'est ça, et c'est ça, la finalité, c'est ça qui était compliqué sur le sujet, c'est que dans le cas des applications mobiles, il y a beaucoup d'acteurs et c'était pas clair sur quels sont les droits et obligations de chacun. Donc maintenant, la CNIL s'est positionnée et donc c'est beaucoup plus simple dans la compréhension et après dans l'application derrière. Parce que là, c'est intéressant. On n'a pas l'exemple, on n'a pas le rôle du développeur finalement dans ce descriptif d'identifiant mobile. Le développeur, lui, finalement, il n'est que sous-traitant pour développer l'appli. C'est ça. Mais il n'a pas vraiment de rôle fort, entre guillemets, par rapport au traitement des en fait, justement, dans les différents acteurs, la CNIL, elle a bien séparé l'éditeur qui est, disons, le product owner et le développeur qui fait la partie tech, sachant que si une boîte a ses développeurs en interne, en fait, éditeurs et développeurs seront à peu près la même personne. Par contre, si elle fait appel à des freelances sous-traitants développeurs, dans ce cas-là, il y a bien des rôles différents et le développeur, il doit apporter justement une partie plus technique et conseiller l'éditeur. Donc, il y a vraiment des responsabilités différentes. Là, on a une question intéressante parce qu'on en parlait juste avant le webinaire d'Alexandre. L'intérêt légitime pour un service contractualisé avec du consentement. Allez, c'est tout l'enjeu de dire... Ok, je peux faire l'exercice de faire un traitement sur des données personnelles que je collecte dans le cadre d'un contrat. En fait, justement, il faut vraiment séparer finalité par finalité. Exactement. Et donc là, dans ce cas-là, il y a vraiment 3 finalités distinctes qui sont mises en place de la gestion des identifiants, publicité pour le compte de l'éditeur et après utilisation pour le compte du fournisseur de SDK. Et donc, dans ce cas-là, les finalités ne sont pas les mêmes et les bases légales ne sont pas les mêmes. Elles sont vraiment associées à la finalité. Et donc, on peut avoir un contrat qui donne l'autorisation au SDK d'avoir une finalité sur laquelle le SDK est lui-même responsable de traitement. C'est ça. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant. Alors, question, est-ce qu'ils abordent le US open source comme LinageOS? Ça te parle? Non, enfin, ils ne l'abordent pas, mais après, c'est quand même des grandes lignes sur justement les OS, les fournisseurs d'OS. Ouais, voilà. Donc après, oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'est dans tous les cas, comment est-ce que l'OS, qui soit open source ou pas, se positionne dans cette chaîne de valeur. Ils auront les mêmes responsabilités, en fait. Ouais, ok. J'avance? On avance. Donc, je vais aller un peu vite sur les slides suivantes, parce que c'est les grands principes, justement, du RGPD que la CNIL a rappelé et qu'elle a vraiment appliqué à tous les acteurs et à tous les cas d'usage. Donc, dans le cas du RGPD, on a des principes fondamentaux qui sont que les données personnelles doivent être traitées de manière loyale et transparente. Ça veut dire qu'il faut informer les utilisateurs de leur traitement. Il faut définir des finalités qui sont explicites, licites et légitimes. Donc, notamment, il faut définir des bases légales pour chaque finalité. Il faut que les données soient adéquates, pertinentes et limitées. Ça veut dire qu'il faut appliquer la minimisation des données, donc collecter le moins de données personnelles possible. Il faut que les données soient exactes et mises à jour. Ça veut dire que quand une donnée est collectée, il faut veiller à sa mise à jour. Il faut déterminer une durée de conservation des données parce que les données ne doivent pas être conservées de manière illimitée. À un moment, il faut soit les supprimer.
est-ce que moi, je te coupe, est-ce que sur la durée de conservation, par exemple, dans les recommandations de la CNIL vis-à-vis des applications mobiles, il y a des spécificités? Non, elle n'est pas Non, vraiment, pas sur on la n'est durée pas de allé sur... conservation. Ok, il Non, n'y a pas de c'était sujet pas par rapport à vraiment le ça. sujet. D'accord. Et ça, la durée de conservation, c'est pas vraiment justement la partie tech application mobile, c'est vraiment les données derrière qui sont utilisées. Donc, il faudra plutôt faire référence à d'autres recommandations et d'autres référentiels. Typiquement, si sur une application mobile, on traite des données RH, en fait, on va respecter les recommandations RH, mais pas application mobile. Okay. Et après, dernier point, c'est qu'il faut mettre en place des mesures de sécurité. Ensuite, donc, elle a rappelé les obligations du responsable de traitement. Donc, en général, il faut mettre en place un registre des traitements, désigner un DPO, mettre en place une protection des données dès la conception et par défaut. Donc ça, elle est bien revenue dessus dans les recommandations. Faire des analyses d'impact dans certains cas pour des données un peu sensibles et gérer les demandes des personnes concernées, donc demande d'exercice des droits, et puis après les consentements. Et... Bon, ça, en vrai, c'est classique. Standard, quoi. On est vraiment classique. sur du pure compliance RGPD. Et après, on finit par le sous-traitant. D'accord. Une petite parenthèse pub, donc chez Leto, on automatise une grande partie de ces sujets. Donc n'hésitez pas à jeter un œil sur leto.legal. Donc, un sous-traitant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit traiter les données sur une instruction documentée du responsable de traitement. Ça veut dire qu'il doit avoir une demande spécifique et écrite du responsable de traitement pour pouvoir traiter les données. Il doit s'engager à respecter la confidentialité, mettre en place des mesures de sécurité. Quand il fait appel à un sous-traitant ultérieur, il doit respecter des règles. Il doit mettre en place des mesures donc techniques et organisationnelles pour protéger les données. Et il doit respecter aider le responsable de traitement à respecter ses obligations d'analyse d'impact, demande des utilisateurs. Et il doit permettre au responsable de traitement de faire des audits sur son activité pour pouvoir contrôler justement son niveau de qualité. Donc ça, c'est les obligations générales. Et justement, après, dans les recommandations, la CNIL va donner des cas d'usage pour les applications mobiles. D'accord. Mais là, pareil, on est sur du standard. C'est du classique. Avec le DPA qui va bien, donc très clair. Donc maintenant, si on rentre dans les recommandations, dans le dur, donc la CNIL a justement séparé les recommandations acteur par acteur. Donc, en ce qui concerne l'éditeur d'application, donc c'est vraiment celui qui définit ce qu'il y a dans l'application et quels traitements sont réalisés. Donc, la CNIL a donné des recommandations spécifiques aux éditeurs qui sont comment concevoir son application. Donc, elle donne des règles. Il faut cartographier les partenaires, donc justement tous les sous-traitants et tous les acteurs qui travaillent sur l'application. Il faut gérer le consentement et le droit des personnes. Ça veut dire il faut veiller à ce que l'utilisateur ait toutes les informations, donne son consentement si c'est nécessaire, c'est la base légale du traitement, et puisse accéder, modifier, supprimer ces données. L'éditeur doit veiller à ce que la conformité soit maintenue pendant toute l'utilisation de l'application. Et elle doit gérer justement les permissions. Et ça, elle doit le mettre en place dès la conception de l'application. Donc maintenant, si je rentre un peu dans le détail, je vais donner un exemple sur la partie conception de l'application. Donc en fait, la CNIL, ce qu'elle a fait, c'est elle a dit que au moment de la conception de l'application, déjà il faut se poser la question de est-ce que le RGPD est applicable et donc est-ce qu'on peut rentrer dans l'exemption domestique qui permet justement de ne pas, d'avoir moins de contraintes au niveau de la protection des données personnelles. Donc dans ce cas-là, elle dit pour pouvoir rentrer dans cette exemption, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser, faire par exemple des calculs en local et ne pas utiliser d'API. Il faut faciliter les échanges peer-to-peer, donc sans passer par des serveurs distants. Il faut proposer des bases de ressources en interne dans l'application pour, pareil, ne pas utiliser des serveurs distants.
Et il faut essayer faire un partage de données entre différentes applications pour justement rester en interne sur le téléphone, avec le consentement de l'utilisateur, mais au moins c'est moins intrusif. Donc si on met en place toutes ces mesures, en fait, ça permet justement de rentrer dans l'exemption domestique et de ne pas avoir toutes les obligations relatives au RGPD. Donc, avant chaque mise en place d'un traitement, en fait, il faut faire tous ces contrôles pour voir si on est bien obligé de traiter des données personnelles à distance. Donc, dit simplement, si j'ai une application qui fait que toutes les données personnelles sont, dans tous les cas, traitées sur la machine et ne sont jamais finalement envoyées ailleurs, en gros, je n'ai pas d'enjeu. Dans ce cas-là, on peut faire ce qu'on veut. L'annuaire de contact dont tu parlais. Et après, elle vient aussi donner des recommandations sur il faut mettre en place des paramètres minimaux pour justement traiter le moins de données possible, respecter la minimisation des données. Donc, par exemple, ce qu'elle dit, c'est si on a besoin de savoir où se trouve l'utilisateur quand on utilise l'application, on peut utiliser la géolocalisation, mais c'est très intrusif. Donc, on doit proposer aussi un autre système qui est demander à l'utilisateur de renseigner code postal, par exemple. Voilà. Et donc après, ce qui est mieux, c'est de faciliter l'usage justement de l'application en intégrant dans l'application des bases de données permettant en mettant 3 mots de retrouver son adresse parce que les adresses, par exemple, sur Paris sont déjà pré-renseignées. Ce qui éviterait que ça envoie à l'extérieur. C'est ça, parce que ça reste en interne et on n'a pas besoin d'utiliser la géolocalisation. Et elle donne un autre exemple sur, par exemple, la collecte des informations. Donc, si on a besoin, par exemple, de l'adresse mail d'un utilisateur pour pouvoir le facturer, si l'utilisateur utilise l'application en mode free, donc sans facturation, on ne doit pas collecter son adresse mail parce qu'on ne s'en servira pas derrière. Donc, il faut vraiment, pour chaque finalité, pour chaque type d'utilisateur, collecter uniquement les données vraiment nécessaires. Donc, si je reviens un peu sur l'exemple de la géolocalisation, je trouve que c'est intéressant. C'est-à-dire que si dans mon application, finalement, je n'ai pas besoin de la position en temps réel de l'utilisateur, mais juste sa position à l'instant T ou là où il habite, etc., je ne vais pas lui demander de se géolocaliser, d'autoriser la géologue. C'est plutôt de dire, bon, bah, j'ai un formulaire, je saisis mon code postal ou voir mon adresse. Si tant est que j'ai une base d'adresse directement dans l'applicatif, comme ça, moi, en tant qu'éditeur, à l'extérieur, je ne sais pas où il se positionne réellement. C'est ça. Donc, c'est toujours trouver la solution la plus protectrice. Donc, c'est soit laisser l'utilisateur renseigner les informations, soit utiliser la géolocalisation, mais pareil, ça n'a pas besoin d'être en temps réel, très précis. On peut utiliser une géolocalisation plus large où on a juste un quartier, ce qui est moins intrusif. Ok. Alors Thierry nous demande à quel moment le document passera de projet à définitif. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, plutôt début d'année prochaine, c'est ça ? On n'a pas vraiment de date, mais ce sera sans doute début d'année. D'accord. Alors, dans le cadre de l'enregistrement, ça c'est Arthur qui nous demande, dans le cadre de l'enregistrement de l'adresse mail de l'utilisateur, comment devons-nous la stocker en base de données ? Quel message renvoyer lorsque celle-ci est déjà connue par le système ? Après, sur le stockage en base de données, il faut toujours respecter les mêmes règles de sécurité des données, c'est-à-dire les chiffrer, gérer les habilitations. Il y a toutes les bases classiques justement de sécurité des données. Et après, quel message renvoyer lorsque celle-ci est déjà connue par le système ? Je n'ai pas compris. Ça, je pense que ça dépend peut-être de l'applicatif. Si je m'inscris et qu'en fait je suis déjà peut-être dans la base de données, je pense qu'on peut juste dire vous êtes déjà dans la base. Oui, après, dans une application, si on a collecté des informations au moment de la création du compte, l'utilisateur, il sait qu'il a fourni ces informations. Donc, il n'y a pas de problème sur ça, en fait. C'est juste, en fait, sur ce cas-là, il faut ne pas faire la collecte au moment de la création du compte, mais uniquement au moment du paiement. Justement, de l'abonnement pour passer à la formule payante. Ok, intéressant. On avance ? Vas-y. Donc le micro. Là, on a un petit exemple que la CNIL a donné sur la gestion du micro. Donc, elle rentre vraiment dans les détails sur justement comment on fait pour gérer différents cas d'usage. Donc, dans le cas du micro,
elle préconise au début donc, de définir, c'est toujours la même chose, définir les besoins et les raisons de l'accès au micro. Ensuite, on doit définir la permission qui est la moins intrusive. Ça veut dire si on a plusieurs possibilités, il faut que ce soit la technique la plus protectrice des utilisateurs. Ensuite, il faut obtenir un consentement valide de l'utilisateur. Pour le faire, il faut que l'utilisateur soit informé, donc qu'il sache vraiment les données collectées, pourquoi les données sont collectées, et il faut que le consentement soit licite, explicite, donc ça veut dire que s'il refuse, c'est un vrai refus. Ensuite, il faut éviter les stockages sur un serveur distant, donc c'est toujours la même chose. Si on peut tout stocker en interne sur l'application, sur le téléphone, c'est mieux que de remonter les informations à l'éditeur. Et ensuite, donc ça c'est le principe de base, et ensuite il y a des recommandations qui sont que si justement l'utilisation du micro doit se faire pendant un temps limité, il faut automatiquement, après l'utilisation, enfin le besoin dans l'application, directement révoquer la permission, ça veut dire bloquer l'accès au micro. Il faut proposer des alternatives différentes. Donc, par exemple, si c'est un système de prise de notes en live en utilisant le micro, il faut quand même donner la possibilité à l'utilisateur de noter les informations sans forcément avoir accès au micro. Ensuite, il faut faire un traitement local. Il faut alerter l'utilisateur quand le micro est activé. Donc, typiquement, mettre une pastille sur le téléphone, ou maintenant les téléphones, ils mettent une petite lumière quand le micro est activé. Et il faut permettre à l'utilisateur, après l'enregistrement de sa voix, de pouvoir réécouter et de pouvoir couper l'enregistrement pour pouvoir justement faire remonter le moins d'informations possible. Moi, ça me fait quand même penser aux assistants type Siri, OK Google, etc. Bon, et puis demain, avec les chats GPT et autres avec lesquels on peut parler avec la voix, j'y crois pas trop au traitement local. Si je pose une question un peu compliquée et que la machine me répond comme un chat GPT, bon, on voit que ça demande des millions et des millions de cellules, de serveurs, de machins, et donc c'est une puissance de calcul énorme. Évidemment que c'est pas tout de suite qu'on pourra tout faire en local, quoi, je pense. Non, mais c'est ça, mais c'est après... Donc ça reste des recos. Oui, ça reste des recos, mais après, ça dépend des cas d'usage. Ouais. Si c'est vraiment enregistrer quelque chose et le garder sur son téléphone, il n'y a aucune raison que ça remonte. Donc, il faut vraiment, pour chaque utilisation, donc oui, il y a des utilisations où bien sûr, il faut remonter les informations, mais il faut vraiment faire du cas par cas. Ok, on a une question d'Alexandre qui revient sur le chiffrage des adresses email pour bien comprendre quelles données personnelles peuvent ne pas être chiffrées. Moi, ça, je pense que ça dépend de chaque situation. Ouais, ça dépend, mais en général, tout doit être au minimum chiffré. L'idée, c'est que par mesure de sécurité, on ne puisse pas retrouver l'identité d'un individu sans que ce soit prévu, quoi. Il n'y a plus de son ? Alors pourtant, nous, on est toujours... Est-ce que vous êtes encore là ? Idem, on n'est plus connecté avec vous, le son et l'image sont revenus. Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé. Nous, on n'a pas bougé. Est-ce que vous êtes... On parlait du micro. On parlait justement du micro. Est-ce que vous êtes revenus ? Étonnant, ça. On a dépassé C'est bon, le temps. vous êtes revenus ? Non, mais dans le monde... Il faut refresh, tu penses ? Attends, est-ce que le monsieur de Webikio peut nous dire si on est... si ça fonctionne ? Moi, c'est bon chez moi. Monsieur Webikio nous dit que c'est bon chez lui. Est-ce que c'est revenu ? Ah, j'ai dû relancer le meeting. J'ai dû rafraîchir la page. Bon, écoutez, nous, on n'a pas bougé. Désolé pour ce petit bug. Moi, j'ai rien touché. Mais c'est amusant qu'on parlait justement du micro. Donc, je trouve que c'est plutôt rigolo. Écoutez, n'hésitez pas à rafraîchir. Peut-être... bon, je pense que tout le monde a vu qu'il fallait rafraîchir. Il faut rafraîchir. Hop. La page, semble-t-il. Hop. Voilà. Tac. Donc, en gros, ce qu'on disait, c'est tout ça, ce sont des recos. On disait aussi que la question du chiffrage, pour Alexandre, qui nous posait la question du chiffrage des données personnelles, le mieux, c'est de toujours tout chiffrer. Par mesure de sécurité, c'est ce qu'il y a
plus proche des recommandations, hein. Après, ça dépend des cas particuliers, mais en général, on est dans cette situation. Et effectivement, là, on est sur la gestion du micro. En tout cas, l'exemple que tu as donné sont des exemples toujours de recommandations à titre indicatif, et qu'ensuite, tout dépend des finalités. C'est ça. C'est des bonnes pratiques. C'est des bonnes pratiques. Toujours collecter le moins de choses possible, le moins de choses possible et le plus sur la machine, en local, un peu comme quand on est éditeur et qu'on propose des on-premise, si je puis dire. En tout cas, c'est hyper intéressant. Donc, la CNIL est vraiment dans un mode, en gros, collecter le moins de choses sur vos serveurs distants. Ne faites pas de transfert hors UE, tout ça. Ok, intéressant. On avance? On continue. Allez, c'est parti. Donc maintenant, si on passe au développeur d'application, donc c'est celui qui fait justement la partie technique du développement pour le compte de l'éditeur. Les recommandations principales, c'est il faut justement formaliser la relation avec l'éditeur, si c'est en freelance. Il doit assumer son rôle de conseil envers l'éditeur, parce que comme il a une connaissance technique, en fait, il doit conseiller l'éditeur sur ce qu'il est possible de faire, ce qu'il a le droit de faire, et ce qui est justement, donner des bonnes pratiques à l'éditeur. Il doit bien utiliser les SDK, et ensuite, il doit assurer la sécurité de l'application. Donc maintenant, si on va dans le détail sur une recommandation, donc sur le rôle de conseil envers l'éditeur, la CNIL, ce qu'elle a indiqué, c'est que, et c'est très intéressant parce que la position n'était pas claire jusque-là, c'est que pour la gestion des traceurs et du consentement des utilisateurs, ce que la CNIL dit, c'est que l'utilisation des systèmes de permission qui sont fournis par les OS, en fait, ça fait office de consentement. Donc, on peut utiliser ces systèmes de permission déjà intégrés pour obtenir le consentement de l'utilisateur. Et dans ce cas-là, le consentement sera considéré comme valide. Par contre, il faut quand même respecter certaines règles qui sont que il faut analyser les systèmes de permission de l'éditeur, donc bien vérifier que ça donne accès à ce qu'on veut. Il faut de préférence sur la page de consentement décrire précisément les finalités des traitements et renvoyer, faire un lien vers la documentation RGPD spécifique qui est beaucoup plus détaillée pour respecter justement les obligations d'information. Et il faut que si l'utilisateur donne son consentement via le système de permission, il ne faut pas le biaiser et lui apporter de la confusion après mettant un autre consentement qui contredit le premier. Ouais. Donc, il faut vraiment utiliser le système de l'OS, le détailler le plus possible et après bien séparer finalité par finalité pour donner un consentement explicite sur une finalité donnée. Donc, en principe, il faut que l'OS puisse justement déclencher potentiellement des autorisations par C'est ça, et justement, c'est le rôle de l'OS de permettre la séparation, permission par permission, finalité par finalité, que le développeur va utiliser derrière. Okay. Et donc, le rôle de développeur là-dedans, c'est de s'appuyer sur l'OS au maximum et d'en parler à l'éditeur. Et donc, ce sont le conseil. C'est ça. Voilà comment est-ce que c'est. C'est ça, en disant justement comment lui va détailler les permissions, parce que c'est lui en fait qui sait techniquement quelle permission donne accès à quoi. Ok. Donc maintenant, sur le fournisseur de SDK, donc les recommandations principales sont il doit concevoir son service en respectant. Voilà. Il doit tout documenter pour justement indiquer au développeur ce qu'il y a précisément techniquement derrière ces fonctionnalités. Il doit permettre la gestion des consentements et de l'exercice des droits des personnes. Et il doit maintenir la conformité tout au long de l'application, tout au long de l'utilisation de l'application. Donc maintenant, si on va dans le détail, on va aller sur la conception du service. Donc, ce qu'il doit proposer de base, c'est cloisonner les différents services. Donc, ça veut dire que s'il y a plusieurs services qui sont proposés dans un unique SDK, il doit permettre à l'éditeur de sélectionner service par service pour justement savoir ce qu'il y a derrière chaque partie technique.
Donc, ça veut dire que les fonctionnalités doivent toutes être corrélées. Il faut que l'éditeur puisse en sélectionner une ou l'autre, sachant que potentiellement, il peut monétiser l'utilisation d'une fonctionnalité ou pas. Et il doit permettre, dès la conception, à l'utilisateur d'obtenir le consentement. Ça veut dire que s'il permet une fonctionnalité, si la base légale est le consentement, il faut que de base, il demande le consentement à l'utilisateur. Et donc, il doit éviter de faire un service complet. Il doit vraiment séparer fonctionnalité par fonctionnalité pour que le développeur derrière puisse justement respecter toutes les obligations. Il ne faut pas que ce soit une sorte de monolithique, il faut que ce soit bien découpé. Et ça, c'est sa responsabilité à lui, ce ne sera pas de la responsabilité du développeur. Ok, donc c'est au SDK finalement d'avoir une réflexion par finalité pour bien découper, si je comprends, si on ne dit pas autrement. Et après, normalement, le développeur, s'il voit que le SDK n'est pas conforme, en fait, il ne faudrait pas l'utiliser. Ah oui, ok. Donc là, pareil, devoir de conseil vis-à-vis de l'éditeur, j'imagine. C'est ça. Ok, ouais, c'est intéressant. Et donc, si on arrive sur l'OS... Je pense qu'on arrive à la fin. Oui. Encore quelques minutes. C'est bientôt fini. Donc, le fournisseur d'OS, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit assurer la conformité des traitements, il doit informer l'éditeur, il doit fournir des outils, justement, qui permettent le respect de la protection des données et le consentement, les droits d'accès, et fournir une plateforme sécurisée. Donc, sur assurer la conformité, qu'est-ce qu'il doit faire? En fait, il doit de base appliquer la minimisation des données. Ça veut dire qu'il doit, par exemple, mettre en place des notifications aux utilisateurs dès que des données sont collectées, dès que des données sont traitées. Il doit permettre la remontée des bugs. Il doit permettre le stockage distant des sauvegardes. Et il doit, par exemple, fournir des services sur des traitements de données de base, typiquement la gestion du micro ou la gestion de la géolocalisation, pour avoir des systèmes un peu clés en main, protecteurs de la vie privée, qui seront utilisés par les développeurs dans le cadre du développement de l'application. Donc, il doit vraiment fournir des outils avec une protection dès la conception, pour que le développeur n'ait pas de développement spécifique à faire sur un traitement de base. Est-ce que ça veut dire que si demain, pour une raison sur Y, il y a une violation de données personnelles dans une application, au regard de toutes ces recommandations par strate d'acteurs dans la chaîne de valeur, si je puis dire, de la production de l'application, finalement, à un moment, on pourrait se retourner contre un OS en disant « il n'a pas fait le boulot ». C'est ça. Après, ce sera toujours l'éditeur qui sera responsable de traitement. Mais après, si c'est son sous-traitant, en fait, il peut se retourner contre lui si le sous-traitant n'a pas respecté de base les principes du RGPD. Mais après, l'éditeur et le développeur doivent quand même vérifier en amont que l'outil qu'il utilise est bien conforme. Oui, aussi. Mais bon, mais si c'est l'OS et que c'est complètement bloqué, en fait, si lui n'a pas de pouvoir, en fait, ce sera la responsabilité de l'OS. Ouais, exactement. Ok. Hyper clair. Je pense qu'on approche de la fin du webinaire. On a fait un petit peu plus long que prévu, mais au moins, je pense qu'on a pu passer un petit peu, je pense, tous les grands sujets, même si semble-t-il que le rapport fait 100 pages. Il y a beaucoup de contenu. Donc là, on est allé dans le détail d'un exemple par acteur, mais c'est vraiment bien détaillé et ça permet justement de clarifier les responsabilités et des cas d'usage un peu vraiment précis sur tous les sujets. Si vous avez des dernières questions avant qu'on clôture le webinaire, n'hésitez pas à les mettre dans les chats. En tout cas, merci beaucoup, Élise. C'était hyper clair. Moi, j'ai appris énormément de choses. Après, je trouve que c'est aussi une autre façon de relire le RGPD avec un cas particulier, parce qu'il n'y a pas de nouveauté entre guillemets vis-à-vis du texte, vis-à-vis du règlement. En revanche, ça permet de bien. C'est vraiment, les principes sont les mêmes, mais c'est vraiment des cas d'usage qui permettent de mieux comprendre les enjeux derrière. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation. J'ai mis dans le chat un petit lien qui vous permet de télécharger le support d'Élise. Et puis, Élise reste à disposition. D'ailleurs, il y a... on n'a pas fait le store. C'est pas grave. C'est pas grave. On a les coordonnées du cabinet hashtag
qui est notre partenaire, qui sont là. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, merci encore. Merci et puis, à tous. Hâte du prochain webinaire en 2024 ensemble. Hein. On a plein de sujets à aborder. Bonne journée. Et on vous dit bonne journée et bon appétit. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.